Le deuil est une épreuve à laquelle nous serons toutes et tous confrontés. Il s'agit souvent d'une période durant laquelle on se remémore les moments, bons comme mauvais, qu'on a pu vivre avec la personne qui vient de nous quitter. S'il peut ne durer que quelques jours, il peut aussi se dérouler sur de longs mois, voire de longues années, et ainsi entraîner des symptômes anxieux et dépressifs persistants. Nous recevons aujourd'hui Kalindi Ramphel, une jeune journaliste et autrice débordante d'énergie. Aux éditions Lattès, elle publie Les Jours Mauves, un roman autobiographique au style décalé, dans lequel elle évoque avec humour et poésie son deuil, qui prend la forme d'un voyage vers une réconciliation avec son père, mais aussi avec elle-même. Vous écoutez Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. Bonne écoute. Bonjour Kalindi. Salut Mickaël. Merci d'avoir accepté notre invitation à participer à cette émission. Merci de m'avoir invité, je suis super contente d'être là. Toi, tu as perdu ton père il y a quelque temps. Mmh. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça s'est passé ? Ouais, ça fait 4 ans que j'ai perdu mon papa et ça s'est passé de manière assez fulgurante. C'est-à-dire que 7 ou 8 mois avant qu'il ne décède, je me souviens, en Louisiane, je passais vraiment les meilleures vacances de ma vie. J'étais au top, c'était vraiment très cool et là, mon père m'appelle et il me dit « Écoute, tu sais, mes problèmes de bide là que j'ai depuis 1 an et personne, aucun toubib ne m'écoute, il s'avère que a priori ce serait plus grave que ce qu'on croyait. Apparemment ce serait un cancer quoi. » Et donc le mot était posé, c'est un mot qui fait très peur à tout le monde de manière générale et à moi particulièrement parce que dans ma famille ça fait vraiment des hécatombes, tout le monde décède de cancers multiples. Et donc quand j'ai appris que mon père avait le cancer, ça a évidemment été une petite déflagration et j'en ai parlé à ma mère, je lui ai dit voilà écoute, papa a un cancer. Il s'avère que mes parents ne se parlaient plus depuis 7 ou 8 ans déjà et ma mère, son premier réflexe a été de me dire ouh là là, alors moi je m'en occupe pas, hein. Franchement on est séparés, je m'en occupe pas. Donc j'ai vu que déjà il y avait une peur chez elle de voilà je vais avoir la responsabilité de m'occuper de ton père alors qu'on n'est plus ensemble dans un moment qui est un moment extrêmement douloureux et grave. Bref, bon, ça c'est encore autre chose. Et en fait, quand je suis rentrée à Paris, on a appris que c'était donc un lymphome à grande cellule de type B. Bon, bref, il y a tellement de sortes de machins chouettes. Il s'avère que malheureusement, c'était une forme de cancer assez agressive. Mais au départ, les médecins m'ont dit... Écoutez, il y a des chances qu'ils s'en sortent. On va tester une première chimio, puis la première chimio n'a rien donné. On en a testé une deuxième, puis ça n'a rien donné. Ah, et puis d'un coup, il y a eu un traitement expérimental en provenance du Canada. C'est super. Ah, finalement, il n'est pas éligible. Bon, merde. Et puis, une chose en entraînant une autre. Ce qui a été, je pense, un peu compliqué à vivre, c'était les avis divergents des médecins. C'est-à-dire qu'un jour, il va vivre, le lendemain, il va mourir. Le lendemain, il va vivre, le lendemain, il va mourir. Donc ça, c'est un moment compliqué à traverser. Et puis finalement, au bout de 7 mois de maladie, un médecin m'a fait venir pour parler à un psy. On s'est tous assis dans une petite pièce dans l'hôpital et on m'a dit écoutez, votre père va mourir. Dans les jours qui arrivent, on va le placer en soins palliatifs, mais c'est terminé quoi. Donc ça, c'est un moment évidemment absolument terrifiant et terrible, même si évidemment on s'y préparait. J'ai dit foudroyant, il y a des cancers qui sont bien plus foudroyants que ça. Il y a des gens qui partent en quelques semaines seulement. Donc nous, mine de rien, 7 mois c'est rapide, mais on a eu le temps un petit peu de se préparer. Néanmoins, on n'est jamais préparé à ce moment-là vraiment, quand on vous dit voilà, votre père va mourir et c'est pour là dans quelques jours. Et mon père a un peu refusé au départ d'y croire. Je pense que c'était très dur pour lui d'accepter sa finalité si proche. Et mon père était un très grand sportif, peut-être qu'on y reviendra plus tard. Il s'est dit un truc un peu étonnant, il s'est dit tant que je bouge, je vais pas crever quoi. Donc alors même qu'il était en soins palliatifs, il n'a fait que bouger sur la terrasse, se lever, se coucher et en fait il était plein de morphine donc c'était galère quoi, mais il essayait voilà. Il était persuadé qu'en bougeant il allait contrer la mort. Bon, évidemment ça ne marche pas comme ça a priori, la santé, la médecine, tout ça. Et puis il a fini par décéder dans l'hôpital dans un hôpital en soins palliatifs et bien loin de là où il aurait aimé mourir parce que c'était un amoureux du grand air, un amoureux de la montagne, un amoureux du sport et il est mort vraiment dans un hôpital de merde avec des lumières électriques pourries dans une ville de merde aussi quoi. Donc fin très triste. Et voilà comment ça s'est passé à peu près. Est-ce que tu sais un peu comment ton père a accueilli ce diagnostic ?
Au départ, étonnamment, avec beaucoup d'optimisme. Mon père était un énorme casse-couille. Donc, c'était très étonnant parce que quand il a commencé à savoir qu'il était malade, il s'avère qu'il a été plutôt positif et joyeux. Parce que je pense qu'en fait, quelque chose qui était très douloureux à vivre avant, c'était de ne pas savoir ce qu'il avait. Ça faisait 1 an et demi qu'il se plaignait de douleurs à l'abdomen, qu'il allait voir les médecins et que les médecins lui disaient prenez un Malox, vous avez mal à l'estomac, c'est rien, rentrez chez vous, arrêtez de nous faire chier, on a des urgences quoi. Et je blâme pas évidemment le système médical français, il est super, il est ce qu'il est, mais c'est vrai que mon père a été sujet à un mauvais diagnostic pendant longtemps et c'est sans doute ce qui a précipité la croissance du cancer et sans doute ce qui a fait qu'on en a été là aussi rapidement quoi. Et donc, au départ, il l'a accueilli avec, je pense, plutôt pas mal d'optimisme. Il savait enfin ce qu'il avait, donc il savait contre quoi il allait devoir se battre. Et ça, mine de rien, je pense que ça lui a enlevé, ça l'a soulagé, quoi, quelque part. Et surtout, mon père était quand même quelqu'un, et je ne me l'expliquerai jamais, d'ultra populaire. Et donc, il y avait tout le temps, enfin, moi, quand je suis rentrée de Louisiane et que je suis allée voir mon père, il y avait déjà 25 personnes en bas de l'hôpital en train de boire des coups, boire des bières, boire des coca, rigoler. Et mon père, je me souviens, il était vraiment au milieu sur un gros siège d'hôpital en cuir, c'était un hôpital un peu classe, c'était à Saint-Cloud. Et je voyais qu'il était un peu en mode parrain de la mafia, il était content, genre, il était là avec tous ses potes qui étaient là pour lui. C'était pour une raison terrible, mais quand même, il était content d'apprécier sa popularité, quoi. Et puis évidemment, son moral s'est dégradé diaboliquement au fur et à mesure des mois quand il a compris que les traitements marchaient pas. Et puis, quand il est rentré en soins palliatifs, voilà, là, c'est évidemment une toute autre affaire. Et il a fait un truc que je lui conseillais de faire depuis des années à mon père qui était, d'après moi, profondément dépressif, non diagnostiqué, parce que mon père était un homme mauricien d'ascendance indienne, avec tout ce que ça comporte en termes de je suis un mec fort, j'ai pas besoin d'aller voir un psy, les psys c'est pour les gonzesses, et puis en plus c'est des conneries, tu vois. Donc mon père avait toujours refusé, et ce malgré le fait que je passe ma vie à lui dire papa, tu vas pas bien, quand tu vas pas bien tu fais chier tout le monde, dont moi, ce serait quand même pas mal que t'ailles déposer tout ça, tout ce que t'as en toi chez un psy, c'est quand même son job. Et donc il s'était évertué à me dire non pendant des années dans son vocabulaire à lui, en mode donner de l'argent à toutes ces grognasses, en gros quoi. Et puis finalement quand il est entré en soins palliatifs, il a dû voir une psy. Et ça lui a fait énormément de bien, je pense, de pouvoir parler de sa fin si proche avec quelqu'un. J'ai l'impression que ça l'a apaisé, ça plus la morphine, plus tout le reste, hein, évidemment ça apaise, en tout cas ça calme le corps d'un homme. Mais j'ai trouvé intéressant en tout cas ce moment d'accompagnement à la fin, c'est quelque chose dont je savais pas qu'elle existait. Aucun rapport, hein, mais d'ailleurs j'ai trouvé formidable tout le travail des gens qui accompagnent les gens dans la fin. Les infirmières et tout, enfin c'est un travail complètement à part quoi, parce que moi j'ai vu des dames faire des gâteaux à l'ananas et à l'orange et les apporter aux patients. Il y a plus ce truc un peu de froideur comme je trouve dans le reste de l'hôpital. Là c'est vraiment les gens c'est la fin quoi, donc on essaie de leur apporter un tout petit peu de chaleur et de vie dans la mort quoi. Donc il a vu ce psy et j'ai l'impression, ou cette psy, je sais même plus si c'était un homme ou une femme, mais j'ai l'impression que ça l'a quand même pas soulagé, je sais pas si on peut être soulagé à l'idée de mourir, mais en tout cas ça l'a un petit peu apaisé. Et même si la fin était atroce, je pense que ça aurait pu être pire s'il n'avait pas eu cette personne à qui parler chaque jour comme ça. Ce qui était très intéressant, c'est que moi j'ai eu beaucoup de problèmes avec mon père pendant toute ma vie. On s'est pas très bien entendu. J'étais très proche de mon père quand j'étais petite fille. Ma mère était hôtesse de l'air, donc elle était souvent en vadrouille, et c'est mon père qui s'occupait de moi à la maison. C'est mon père qui venait me chercher à l'école, qui me faisait à manger, etc. Donc il a commencé par être extrêmement présent. Et puis quand j'ai commencé à grandir et que j'ai eu des seins qui ont poussé notamment et envie de mettre des mini-jupes, là ça a été no way, impossible de la part de mon père qui a fait attendez, c'est une femme en fait. Enfin ça ressemble à un truc qui va devenir une femme, impossible pour moi de gérer ce bail-là. Donc la puberté a créé une espèce de fossé énorme avec mon père qui a commencé à démontrer toute sa misogynie. Donc j'ai compris qu'il était effrayé en fait par le monde dans lequel il vivait, effrayé que sa fille unique puisse être c'est son obsession, c'était que je sois agressée par un homme sexuellement. Et du coup mon père n'avait de cesse que de vouloir me recouvrir le corps, voilà. Donc il fallait que je sois habillée, l'été j'ai des manches longues, je sais plus où j'allais avec ça, mais tout ça pour dire que mon père m'a vite fait chier. Et en plus moi j'ai grandi dans cette espèce de dichotomie où j'ai donc ce père ultra pudique, effrayée par le monde et par les hommes, et j'ai grandi aussi avec une mère
ultra libre, qui m'a jamais fait chier, toujours eu le droit de sortir, de porter ce que je voulais, toujours partie à 15 ans en vacances avec des copines, enfin, il y a rien à foutre, quoi. Donc, j'ai grandi entre ces deux modèles-là. Et donc, évidemment, plus ma mère me permettait des choses, plus ce que mon père m'interdisait me faisait pas pouvoir l'encadrer, quoi. En plus, il était extrêmement colérique et c'était quelqu'un d'assez jaloux, notamment vis-à-vis de ma mère, ce qui fait qu'à la maison régnait souvent un climat assez lourd. Et donc, voilà, j'ai été fâchée avec mon père pendant des années, même si pas fâchée dans le sens où on se parlait plus, mais il m'agaçait en permanence. Et quand ma mère l'a quitté, quand il s'est installé tout seul, et que moi j'étais déjà grande, j'avais 20 ans, on a pu commencer à nouer une autre relation qui était une relation d'adulte à adulte, en fait, tout simplement. Ça a commencé à aller mieux, même si là, mon père a commencé à dire que je venais pas assez le voir, et donc du coup à me faire culpabiliser, et donc j'avais toujours l'impression d'être responsable du bonheur et du bien-être de mon père. Bon, et plein de choses se sont immiscées comme ça dans notre relation, plein de petits sentiments et ressentiments et culpabilité à des endroits indus. Et en fait, à la fin, je pense que pour reprendre ta question qui était comment il a vécu la fin, mal évidemment, même si ce psy ou cette psy l'a aidé, mais je pense qu'un truc qui l'a soulagé à la fin, ça a été de pouvoir se réconcilier avec et sa femme, parce que mes parents n'ont pas divorcé pendant 7 ans, ils se sont pas vus, ils n'ont jamais divorcé. Se faire pardonner et pardonner à sa fille aussi. Et un des trucs qui m'a le plus bouleversée dans l'accompagnement de la mort de mon père, ça a été quelques jours avant qu'il décède, où il était en montée de démence un petit peu, enfin ça n'allait pas du tout. Et il a eu un moment de lucidité, il s'est assis dans le lit comme il pouvait parce qu'il avait déjà perdu quasiment tout son poids, donc il pouvait même plus se tenir lui-même. Ma mère était là, il a dit à tout le monde, parce qu'il y avait encore 50 personnes dans la baraque, enfin dans la piole, il a dit à tout le monde, sortez s'il vous plaît, je voudrais rester avec ma femme et ma fille. Et il nous a pris la main à chacune et il a dit, je vous demande pardon pour tout et vous êtes les femmes de ma vie, vous êtes mes lumières. Et il est mort peu de temps après, 2 ou 3 jours plus tard. Mais j'ai senti qu'il y avait une espèce à la fin de paix entre nous tous et quelque chose qui est finalement venu apaiser la faim et pour lui et pour nous dans l'après, quoi. Ce qui fait que moi j'ai eu un deuil, je vais pas dire serein parce que c'est absolument pas vrai, je m'invente une vie, mais en tout cas quand il est parti j'étais plus ou moins apaisée, quoi. Évidemment il y a eu un retour de bâton plus tard, c'est classique, mais voilà, en tout cas comment lui l'a vécu et comment j'ai un petit peu vécu la fin aussi. Tu parles de l'après. Ouais. Justement, tu parles de ce deuil que tu as pu vivre de manière un peu ambivalente. Est-ce que tu peux nous en parler aussi un peu ? Le deuil, pour moi, il a eu plusieurs facettes. Déjà, j'ai toujours du mal à dire que j'ai fait mon deuil parce que j'ai pas l'impression d'être passée par les phases de deuil que j'avais vues à la téloche ou que je connaissais des gens qui avaient perdu un proche mais pas forcément un parent. Moi, j'avais l'impression que le deuil, ça se manifestait par le manque, déjà. Or, moi, en vrai, mon père me manque pas et m'a pas vraiment manqué, en tout cas pas frontalement. Encore une fois, le manque il s'est caché à des endroits vraiment inattendus de mon existence, et puis parfois il y a une petite pensée foudroyante où je me dis putain, j'aurais bien aimé le dire à papa, quoi. Mais ça s'en va très vite parce que je le chasse très vite aussi. Moi, en plus, j'ai un très grand pouvoir de déni, quoi. C'est vraiment une grande constituante de ma personnalité et je suis ravie qu'on m'ait attribué cette faculté à la naissance. Et donc, en fait, quand mon père est mort, j'ai fait ce que je fais toujours quand quelque chose me stresse. J'ai mis toute mon attention sur autre chose. Donc, par exemple, j'ai décidé de quitter mon conjoint avec qui j'étais depuis 6 ans. J'ai décidé de quitter notre foyer, de déménager. J'ai décidé de me mettre sur Tinder, de coucher avec un maximum d'hommes en un minimum de temps. Et donc, voilà, je me suis un petit peu sorti la tête de ce bourbier en faisant d'autres trucs que de me concentrer sur la mort de mon père. Et donc, j'ai très bien vécu. Les 6 premiers mois ont été super. J'ai grave fait la fête. J'ai grave fait des trucs avec mes amis. Enfin, je dis grave. Non, ça a été le Covid, en fait. Je dis ça. Mon père est mort en décembre. Le Covid, je sais plus quand c'était, genre février, mars. Donc le Covid nous tombe sur la tronche. Mais moi, j'ai adoré le Covid. Je me suis enfermée avec mon ex aujourd'hui, qui est un homme que j'ai rencontré la veille de la mort de mon père. Et d'ailleurs, je sais pas si c'était intéressant, mais bon, 3 jours avant que mon père ne meure, je dialogue avec un gars sur Tinder. Et il me plaît grave. Il s'appelle Guillaume. Et il me dit, écoute, ça te dit qu'on se voit jeudi? Et je dis, moi, tous les jours, je suis à l'hôpital. Mon père est pas bien et tout. Mais allez, vas-y, j'ai bien droit à une soirée dans ma vie où je suis pas à l'hôpital.
Et donc, je dis, bah, ça te va jeudi? Et jeudi, je passe la meilleure soirée de ma life. On rigole trop. Non, alors, si Guillaume, tu m'écoutes, c'était pas la meilleure soirée de ma life. Redescends, en vrai. C'était juste une super bonne soirée. Mais voilà, la soirée est cool. Je passe la nuit avec ce mec-là. Quand ma mère m'envoie un texto, et c'est le genre de moment où, quand on t'envoie un texto à 6 heures du matin, tu regardes ton téléphone. Donc, je regarde, et ma mère, qui ne s'embarrasse jamais de mots superflus, m'a dit, ton père est mort. Voilà. Donc, ce qui est fou, c'est que c'était évidemment le seul jour la veille où j'avais décidé de pas aller voir mon père, donc j'ai pas vraiment pu lui dire au revoir. Donc après, je me suis ultra focus sur ma nouvelle relation, qui était en plus une relation libre. J'apprenais à fréquenter plusieurs hommes, mais et que c'était ok pour tout le monde. Enfin voilà, c'était un nouveau format, je trouvais ça chambé. Et du coup, j'étais là, ouais, c'est ça ma nouvelle vie, putain, mais trop bien. Je suis plus avec mon mec avec qui j'étais depuis 6 ans, et en vrai, c'est trop chiant d'être en couple exclusif. Ah là là, je me suis découvert une nouvelle jeunesse, une nouvelle liberté. Et j'ai fait de la merde, hein, parce que j'ai continué à fréquenter des gens alors que c'était le Covid. Enfin bon, bref, c'était pas bien, mais je l'ai fait, voilà, donc je suis obligée de l'avouer. Et en fait, le deuil a frappé le jour où ce mec avec qui je me suis confinée m'a quittée. En fait, c'était la fin de la première vague de confinement. Et donc, on pouvait recommencer à aller au resto et tout. Et ce jour-là, mon ex me dit ouais, ça te dit, on se fait une bouffe dans ton quartier. Je lui dis bah, avec plaisir. Et j'arrive au restaurant, je m'étais fait toute belle et tout, j'étais trop contente. Et là, ce mec-là me dit écoute, Kalindi, il faut que je te dise quelque chose. En fait, je suis pas amoureux de toi et je pense que ça ne viendra pas. Je pense qu'on est très amis, toi et moi, et je pense qu'on s'est mis ensemble parce qu'on a eu un crush amical et vraiment, on s'adore et tout. Mais moi, ça n'ira pas plus loin, donc on va s'arrêter là ce soir. Et bon, déjà, c'était la première fois que quelqu'un me quittait. Et moi, je pensais que les gens, ils en faisaient des caisses quand ils se faisaient larguer, tu vois, que genre, ils faisaient ouin-ouin. J'étais là, bon, ça va, tu vois, tu vas t'en remettre. Bon, alors en fait, c'est vachement plus compliqué que ça de se faire larguer. Donc, il m'a dit, voilà, c'est terminé. Et j'ai vécu le truc extrêmement mal, mais extrêmement mal, comme ça me ressemblait pas de vivre mal une situation, surtout une situation amoureuse. J'ai eu plein d'histoires dans ma vie, je les termine et je sais passer à autre chose et tout, mais là, c'était particulièrement terrible et j'ai compris à force analyse avec ma psy et puis en réfléchissant moi-même que ce qui s'était passé, c'était qu'en fait pendant 6 mois, j'avais vécu avec ce mec et que comme je pouvais pas voir beaucoup de mes autres amis et tout ce que je savais de mon père, tout ce que j'ai voulu raconter quand il est parti, je l'ai dit à ce mec-là. Il m'a accompagnée dans la phase la plus cruciale de ma vie. Il a tout écouté. Il a fermé sa gueule, ce qui était précisément ce que j'attendais d'un être humain à ce moment-là. Il a juste récupéré tout ce que j'avais à raconter et à dire. Et quand il a décidé de partir, c'est toute l'histoire et tout ce que j'avais eu envie de lui raconter qui est parti avec lui. Et donc ma béquille, et puis ce livre dans lequel j'avais enfermé toute mon histoire avec mon père et que j'avais écrit avec lui pendant 6 mois venait de se terminer. J'ai compris que mon père était décédé. Un moment terrible de ma vie est arrivé. Voilà, j'ai traversé une phase de dépression. J'ai du coup été voir un super médecin qui a écouté ce que j'avais à lui dire, qui m'a prescrit les bons antidépresseurs. Et puis, du coup, j'ai été médicamentée pendant environ 2 ans, ce qui m'a fait énormément de bien, ce qui m'a aidé à traverser cette phase critique. Et c'est très marrant parce que je sais aussi que la dépression, ça prend énormément de visages, dépendamment de qui la traverse. Moi, ça a pris le visage de je me souviens de rien. Voilà. Donc, les 2 mois, 3 mois d'horreur là qui ont suivi la rupture avec cet homme-là et donc la compréhension de la mort de mon père, je suis incapable de dire ce que j'ai fait de mon existence, incapable de dire ce que j'ai fait de mon été. Si je réfléchis bien, je sais que je suis partie en Grèce parce que bon, voilà, je me rappelle quand même que j'ai été en vacances, mais je sais pas ce que j'ai fait en vacances. Enfin, tout a été un peu supprimé de mon cerveau. Ça a pris plusieurs mois. Je me suis sortie de cette situation grâce aux médicaments, grâce à l'analyse, puis grâce à la vie qui reprend son cours aussi. Les choses se remettent en place petit à petit, puis on continue à vivre sa vie, quoi. Mais je dirais que, tu vois, là, je suis dans une espèce de phase de, je sais pas si je peux dire de rechute, mais en tout cas de fragilité émotionnelle. Peut-être qu'on en reparlera après aussi, mais dû à la sortie, en effet, de ce roman qui parle en partie de mon père, qui me fait tourner le chapitre de manière, on dit ça, terminer le chapitre de manière un petit peu plus définitive. Et voilà, donc là, tu me prends vraiment dans une phase d'instabilité émotionnelle assez extraordinaire, qui est quelque chose que j'aime pas traverser, je vais pas mentir. Je sais pas si les gens aiment traverser ce genre de moments de manière générale. J'essaie de le tourner
un petit peu à la dérision et j'essaye de blaguer à propos de ça, mais je traverse une période de grosse merde. Et en plus, tu sais, c'est très compliqué parce que bon, bah là, je sors un bouquin, c'était un rêve, c'est un accomplissement d'énormément de travail et tout. Et tout le monde me dit, tu devrais être contente, c'est génial, quoi. C'est un gros accomplissement, réjouis-toi, t'es invitée partout, c'est stylé. Et je suis là, bah, je sais pas comment te dire, rien ne me procure de la joie. Rien de ce que tu me dis qui est censé être positif ne me fait sortir de mon état d'esprit actuel, qui est un état d'esprit de tunnel sous la Manche, quoi. Donc voilà, et en plus, il y a cette culpabilité quand tu vas pas bien, tu sais, tu te dis, bah c'est terrible, en effet, je devrais être contente, et putain, j'arrive pas. Est-ce que ça fait de moi une grosse chouineuse? Est-ce que ma peine est légitime alors que je suis en train de vivre un moment joyeux de mon existence? Et du coup, culpabilité, puis alors moi, la culpabilité, c'est vraiment mon meilleur ami, c'est un truc avec lequel je vis, qui est vraiment ultra chevillé à mon corps, avec lequel je travaille énormément dessus avec ma psy, la culpabilité, la punition. Moi, je me punis systématiquement avant que les choses m'arrivent. Donc, par exemple, si j'organise une soirée, je vais me dire que personne va venir, que les gens vont trouver que tout est nul. Comme ça, je me suis bien punie avant. J'y vais dans une vraie mauvaise énergie. Puis comme ça, si ça se passe bien, bah au moins, j'aurais été un peu... Bon, c'est un mécanisme classique, hein. Mais voilà, en tout cas, je me punis souvent avant que les choses n'arrivent et je préfère envisager le pire toujours. Et je culpabilise beaucoup sur absolument tout. Donc, c'est des trucs sur lesquels je travaille, mais ça n'avait aucun rapport avec ta question. Tu nous dis que tu n'as pas été bien pendant 2-3 ans. Là, ça fait 4 ans environ que ton père est décédé. Tu as entrepris une démarche qui est assez particulière, c'est que tu as décidé d'inscrire tout ça dans un livre avec une démarche qui est la fiction narrative. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment t'es venue cette idée et aussi pourquoi tu as eu besoin de faire passer cette histoire à travers des personnages fictifs, romancés? Alors déjà, je voudrais juste reprendre. C'est pas que j'ai pas été bien pendant 2 ou 3 ans. C'est juste que j'ai été médicamentée pendant 2 ans. Mais du coup, j'allais bien. Enfin, j'avais l'impression d'aller bien. Je dis ça par prévention. Si ma mère écoute, elle va me dire quoi? Tu m'as pas dit que t'allais pas bien pendant 3 ans? Bon, bref. Pour le bouquin, alors déjà, il faut savoir que j'avais toujours eu le désir d'écrire un roman. J'en ai déjà écrit un excessivement mauvais que j'ai écrit quand j'avais environ 16 ou 17 ans, que j'ai commencé à écrire, puis que j'ai terminé au fil des années. Et il s'avère que ce roman était à l'intérieur d'un ordinateur qui m'a été volé par des cambrioleurs il y a quelques années. Je suis vraiment ravie qu'on m'ait débarrassé de cette charge. Vraiment, quelqu'un est venu et m'a soulagée, m'a dit « Cette merde n'existera plus dans ton esprit. Regarde, je la prends, je vais la revendre quelque part ailleurs. Si ça se trouve, un jour, ce bouquin va être publié et je vais le lire et je suis là « Mais attends, mais c'est mon bouquin de merde, ça ! C'est le bouquin qui m'aurait été dérobé, tu vois, ce serait marrant. » Bref, mais donc voilà, j'avais des velléités de toute manière d'écriture de romans, c'était une certitude. Et en fait, je vais te dire un truc peut-être un peu dur, mais c'est que la mort de mon père a été enfin, j'avais un truc sur lequel écrire qui était un peu, d'après moi, intéressant en tout cas, parce que mon premier roman, ça parlait d'une nana qui vivait avec un homme, une nana de 17 ans qui vivait avec un trentenaire, une relation extrêmement abusive, violente et sexuellement, et moralement, et mentalement. C'est quelque chose que moi-même, j'avais traversé, que j'avais vécu, que j'avais envie de raconter. Et en fait, je me suis rendu compte que l'écrire simplement pour me délester de ce que j'avais vécu, c'était suffisant, que j'avais pas besoin d'en faire un objet de littérature, parce que vraiment, c'était pas bien, tu vois. Et en fait, je me suis dit que quand mon père est mort, j'étais suffisamment mature, quand même, j'avais déjà 26 ans. J'étais journaliste avant, j'écrivais pour avoir trouvé un petit peu ma patte et pour savoir que ce que je voulais en littérature, c'était ne jamais écrire quelque chose de trop sérieux. C'était toujours de concilier et le drame et la comédie. Et parce que pour moi, une bonne comédie contient toujours des éléments dramatiques et un bon drame contient toujours des éléments... Enfin, d'après moi, j'aime un livre dramatique à en mourir quand il m'a quand même un peu fait rire, même si c'est rire jaune, rire... Et donc, j'avais pour velléité d'écrire quelque chose qui viendrait combiner ces deux émotions-là, qu'on dit souvent un peu contraires, alors qu'elles sont tout à fait capables de se rejoindre, et pour le meilleur d'ailleurs. Et en fait, la mort de mon père m'a donné ce sujet si précis
précieux sur lequel écrire, le deuil. En fait, le postulat de ce roman, c'est ce que j'ai pas dit et ce que j'aurais dû commencer par raconter. Le postulat du roman est vrai. Donc, c'est-à-dire, je pitch un petit peu peut-être. Mon roman s'appelle Les Jours Mauves. Il sort le 2 mai aux éditions Lattès. Et c'est l'histoire d'une jeune femme de 30 ans qui s'appelle Indira, qui, le jour où elle doit incinérer son père, se murge la tronche et un peu sous cacheton. Et en fait, elle est bourrée, quoi. Elle est avec ses copains et les copains de son père. Et elle se dit, ce serait super cool de rendre un dernier hommage à papa. Et ce serait super d'aller jeter ses cendres du haut de la montagne qui gravissait tout le temps à vélo comme un forcené. Et donc, elle va entreprendre un road trip depuis Paris jusque Super-Bagnères à Luchon, dans les Pyrénées. Et voilà. Et donc, c'est l'histoire de ce voyage quasiment en huis clos dans cet autocar avec évidemment plusieurs péripéties qui se déroulent à l'extérieur. Et en fait, ce postulat est vrai, c'est-à-dire que moi, quand mon père est mort, la cérémonie, l'incinération a été... Alors, pas l'incinération en soi, c'est vraiment cramer quelqu'un, c'est jamais le truc le plus fun à observer, quoi, tu vois. Mais, je veux dire, l'après, la cérémonie organisée en plus par la mairesse de Puteaux, qui avait été vraiment super sympa, des fans de mon daron, donc elle nous avait filé toute une salle, machin, avec plein de petits fours, on n'avait rien eu à faire. C'était un moment hyper fun. On était super nombreux. Et en fait, on s'est marré, quoi. Et j'ai dit aux potes de mon père, mais ça vous dit pas, on fait un road trip cet été, on va foutre papa en haut de Luchon. Ils m'ont tous dit super. Et j'avais commencé à me renseigner, louer un autocar, louer une piole là-bas pour tout le monde. Mes potes avaient tous répondu par la positive. Oui, et puis Covid nous tombe dessus. Donc le Covid nous empêche de vivre cette aventure pour de vrai. Et du coup, je me suis dit, cette aventure que j'ai pas pu vivre, je vais l'écrire, je vais l'inventer. Et donc Les Jours Mauves, c'est le voyage que j'ai pas pu faire. L'autofiction, en fait, elle s'est imposée à moi du fait que mon sujet c'était le deuil, et ce que j'avais expérimenté le plus proche c'était le deuil de mon père, donc ça me semblait logique de reprendre cette affaire. Mais j'aimerais dire que l'autofiction, c'est très dur. C'est pas dur à écrire, en tout cas pour moi ça n'a pas été difficile, ça a été fun. Globalement on dit quand on doit écrire on doit aller mal, on doit s'enfermer être dans le noir et machin, tu sais, ce cliché de l'écrivain torturé. Moi ça a été fun de A à Z d'écrire mon bouquin, tu vois. À part à un moment donné ma mère a lu un chapitre, elle a pas aimé, ça m'a bloqué dans mon écriture, enfin bon bref. Mais globalement moi ça a été super fun d'écrire cette histoire. Ce qui est très dur, c'est maintenant que le livre s'apprête à sortir, c'est je sais que je vais devoir me confronter au regard des gens que j'ai réécrits sur eux-mêmes, mais la version réécrite, tu vois. C'est-à-dire que, évidemment, tous les personnages de mon roman, quasiment tous, s'inspirent de mes amis, de ma famille et de ma mère, donc ma famille. Mais là où je me suis le plus amusée, c'est à les réécrire. C'est à pousser leur curseur. C'est à rendre un personnage un peu agaçant, vraiment très agaçant. Un personnage super gentil, trop gentil, qui va se faire bolos. Enfin, tu vois, j'essaie de pousser un petit peu les curseurs de mes personnages. Et donc, j'ai peur que mes amis, qui sont si flattés de savoir que je parle d'eux dans un roman, ne se reconnaissent pas dans les personnages que j'ai écrits et se disent il y a trahison, il y a traîtrise, et il y a demande d'explication, tu vois. Donc je me suis surpréparée, j'ai pas arrêté de prévenir les gens, de dire attention, les gens que vous allez lire, les personnages que vous allez lire, ça n'est pas vous, il y a un peu de vous, le reste j'ai inventé. Dans autofiction il y a fiction et je préfère m'attacher à fiction qu'à auto, vraiment. Donc, pour moi, c'est ça qui est très difficile à envisager dans cette affaire d'autofiction. C'est vraiment le regard que vont poser les gens que j'aime et que j'ai réécrits. Et j'espère qu'ils verront ma réécriture comme un hommage et comme une envie de les rendre encore mieux que ce qu'ils sont, plutôt que comme un moyen de me moquer d'eux, parce qu'à aucun moment, il y a une démarche de moquerie ou de malveillance dans ce que j'ai écrit. J'espère que ça se lit. C'est quand même un livre qui est, j'ai l'impression, plein d'amour pour les gens qui m'entourent. Ce qui a été très intéressant dans le fait d'écrire ce voyage que je n'ai jamais pu faire, c'est que précisément ça m'a permis de vivre cette aventure que j'ai pas pu vivre. Et donc j'envisage la mort de mon père différemment, parce que j'ai réussi via ce roman à me réconcilier avec lui en le réécrivant. Mon père n'est absolument pas l'homme que vous pourrez lire dans Les Jours Mauves. Il était extrêmement différent, je lui ai inventé énormément de choses, énormément d'amour. Oh mon Dieu, il en mourrait 600 fois s'il savait de qui je l'ai fait tomber amoureux. Et du coup, en réécrivant mon père, j'ai fini par me réconcilier avec toutes les facettes de lui que je n'aimais pas. Et je peux dire qu'aujourd'hui, ce livre m'a complètement permis de faire mon deuil, même si je te disais en répondant à ta question juste avant que là, je traverse encore une période compliquée, mais c'est parce que justement le bouquin va sortir que tu vois, il m'appartient plus, il va appartenir à l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il est sorti de moi, ça y est, il est déposé ailleurs, des gens vont pouvoir s'en emparer, ça n'est plus mon histoire.
c'est l'histoire de tout le monde, tu vois, ça existe comme objet de fiction. Donc je repasse par une période un peu difficile, mais il y a eu un moment exceptionnel, c'est le moment où j'ai écrit fin et où j'ai mis un point à mon histoire et que j'ai fermé mon Google Doc. J'ai eu un vrai, tu sais, ce truc de quand tu vas en session d'analyse ou de thérapie ou quoi, et t'as fait une grosse session où t'as déposé énormément de choses. Et tu repars et t'as, mine de rien, l'expression est convenue, hein, mais un poids en moins sur tes épaules, parce que c'est vraiment ça que, personnellement, c'est ça que je ressens. C'est comme si on m'avait vraiment enlevé une charge qui pesait sur tout mon corps, quoi. Et quand j'ai écrit fin, que j'ai mis un point et que j'ai fermé mon Google Doc, j'ai fait ouf. Et j'avais déposé tout ce que j'avais à déposer dans ce roman. Non pas que mon roman soit un traité analytique de quoi que ce soit, c'est un roman léger, c'est une comédie qui n'a aucune velléité de raconter des vrais trucs de psychologie et de psychanalyse, mais en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai expérimenté, ça m'a énormément soulagée de réécrire ma vie. Puis moi je suis une enfant unique, j'ai grandi dans l'ennui absolu avant de pouvoir commencer à vivre avec des amis en coloc, à partir en vacances avec mes amis, avec mes mecs et tout. J'ai passé énormément de temps toute seule. J'étais non seulement fille unique, mais en plus, j'avais une mère qui était hôtesse de l'air, qui était souvent pas là, et un père qui travaillait le soir. Donc, j'étais beaucoup toute seule. Et quand on est tout seul, j'ai remarqué, chez beaucoup de mes amis qui sont enfants uniques, parce que j'en ai quand même pas mal, on se regroupe finalement. J'ai remarqué qu'on est tous, pareil, je vais peut-être dire, c'est peut-être un énorme cliché, hein, mais en tout cas, pour mes amis et moi, on est souvent dans notre tête, à réfléchir, à se raconter des histoires, à être assez imaginatif. Et du coup, le procédé de fiction et d'autofiction, d'écrire des choses à partir de mon vécu, mais de les réécrire, de les transformer en matière fictionnelle, c'est quelque chose que je fais depuis toujours, depuis que je suis petite fille. Et même, je le fais dans mes podcasts. Parfois, je prends une histoire qui m'est arrivée, qui est marrante, mais qui est pas exceptionnelle. Je la twiste un peu pour qu'elle soit plus marrante. Et parfois, ma mère m'écoute et elle me dit « C'est pas exactement comme ça que ça s'est passé ». Et je lui dis « Oui, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais qu'est-ce qu'on s'en fout, les gens, ils m'écoutent parce qu'ils ont envie d'avoir une histoire qui est marrante, ils n'ont pas envie d'avoir exactement la vérité. Moi, la vérité ne m'a jamais intéressée. Je déteste les informations. J'ai été une très mauvaise journaliste, je pense, parce que la quête de la vérité ne m'intéresse absolument pas. Sauf quand c'est pour des enjeux géopolitiques, par exemple, où évidemment qu'on veut savoir, tu vois. Mais moi, je suis tout à fait OK avec le fait que parfois, on romance un petit peu notre existence, notre vie. Mon film préféré, c'est un film qui s'appelle Big Fish, qui est un film de Tim Burton. C'est l'histoire d'un homme qui est mourant et qui est fâché avec son fils depuis des années, et comme il est mourant, son fils revient à son chevet, et en fait ce que le fils ne supportait pas chez son père, c'est qu'il passait sa vie à raconter des grandes histoires pour fasciner tout le monde, à être un peu le centre de l'attention, et lui il était là: papa, je sais que tes histoires elles sont pas complètement vraies, et il va s'asseoir au chevet de son père et il va écouter les grandes histoires à nouveau de son père, et il va comprendre qu'en effet tout n'est pas vrai, qu'il y a toujours une base de vrai, mais que c'est toujours ultra romancé, et il se dit en fait c'est pas grave, c'était ça mon père, c'était un conteur devant l'éternel, et mon père était un petit peu comme ça, c'est quelqu'un qui fabulait un petit peu, mais c'était jamais complètement faux, c'était jamais complètement vrai non plus. Et moi j'aime bien twister un petit peu la réalité, et c'est pour ça que l'autofiction c'était parfait pour moi, je pense, en tout cas comme procédé littéraire. Et voilà. Comme tu dis, c'est un ouvrage d'autofiction, donc il y a une base qui est quand même vraie, avec, comme tu l'as dit, des parties qui sont romancées, des personnages qui sont réécrits, également celui de ton père. Mm-hmm. Comment est-ce que tu envisages, comment est-ce que tu appréhendes la période de promotion, justement, où tu vas devoir parler de ce livre, qui risque de te rappeler quand même des souvenirs qui sont à la base de l'histoire? Je le vis très mal. Globalement, j'ai très peur de la partie promotionnelle. Pas tellement parce que j'ai peur qu'il refasse ressurgir des émotions. Parce que globalement, toutes les émotions que ça pouvait faire ressurgir, je les ai vécues quand j'ai écrit le bouquin, tu vois. Mais plus, et ça c'est un truc sur lequel je travaille vraiment avec ma psy, comme j'ai réécrit en effet la figure paternelle, que je l'ai complètement transcendée, que je l'ai fait explorer sa sexualité différemment, j'ai peur quelque part de trahir mon père. Trahir ce qu'il était vraiment au profit de moi, mon intérêt, qui était de me réconcilier avec lui en le réinventant. Et du coup, toujours cette amitié puissante avec la culpabilité, je suis tout le temps en train de me dire, mon Dieu, mais et si papa lisait ce livre, qu'est-ce qu'il en penserait? Et ma psy arrête pas de me dire, mais votre père est mort, donc de toute façon, il va pas le lire, on s'en fout complètement. Je le dis pas dans ces termes-là, hein, c'est une psychanalyse, donc vraiment. Elle a rien dit d'ailleurs quasiment, mais ouais, en fait je pense que c'est ça que j'apprends vraiment
beaucoup pour la suite, c'est de devoir passer mon temps à parler de cette figure paternelle en me disant, mon Dieu, mais il était tellement pas comme ça, et est-ce que je le trahis, est-ce que j'ai le droit de le trahir? Et en fait, c'est de la fiction, donc oui, évidemment, je fais ce que je veux. En plus, j'ai réécrit mon père pour en faire quelqu'un de mieux encore que ce qu'il était dans la réalité, en tout cas, j'ai l'impression. Je veux dire, j'aurais transformé mon père en nazi. Oui, ça aurait été vraiment une trahison terrible, et je pense que je l'aurais encore plus mal vécu. Mais bon, là, pour le sublimer, j'estime que, enfin, je vais essayer d'estimer que c'est OK pour toute cette partie promotionnelle. Mais pour ce qui est du reste, ça va, j'appréhende pas trop ce truc d'émotions qui vont ressurgir, tout simplement parce que je les ai tellement embrassées en écrivant le roman que je pense que je suis prête à ça. Mais moi qui appréhende tout ce qui va se passer, en effet, en termes d'émotions avec la sortie du bouquin et la trahison au nom de la figure du père, et je prends toutes ces émotions-là et je les fous ailleurs. Cette faculté à, quand on a quelque chose, un objectif en ligne de mire et qu'on est en train de le toucher du doigt, et ben d'un coup, hop, on va aller switcher, on va aller mettre notre attention sur un truc complètement différent. Et moi, c'est comme ça que je survis à mon stress, parce que moi, je suis quelqu'un d'excessivement anxieux, d'excessivement angoissé, ce qui n'est pas facile à vivre pour la personne qui partage mon existence. Et donc, voilà, ce moment-là, je t'avoue que l'arrivée du bouquin est un des trucs qui me fait le plus stresser au monde. Et puis aussi, tu sais, on a parlé évidemment du regard intérieur, du mien, de celui potentiel de mes amis et de ma famille, mais il y a aussi le truc du regard extérieur, des gens qui ne me connaissent pas, qui vont avoir cet ouvrage entre les mains et qui vont, eux, juger, certes, une histoire de fiction, parce que l'histoire est complètement fictive, mais à travers mon héroïne, c'est moi qui parle, et mon héroïne, c'est moi. Donc, on va devoir indirectement porter un jugement sur la personne que je suis, avec mes angoisses, avec ma manière d'appréhender l'existence. Indira, mon héroïne, c'est vraiment moi de A à Z, en peut-être un peu pire, genre elle est vraiment pas toujours aimable. Moi, j'essaie d'être polie à minima avec les gens, quoi. Et donc, du coup, évidemment que là, il y a aussi une phase d'appréhension de mon Dieu, mais voilà, les gens vont avoir un regard sur mon héroïne. Et mon héroïne, c'est pas quelqu'un que j'ai inventé. C'est littéralement ma personne. Et donc, il va y avoir un travail à faire, je pense, pour me dire, voilà, s'il déteste ce personnage, c'est pas exactement moi, tu vois, ça reste un personnage de livre, il faut que je m'en détache. Et puis, il faut que j'apprenne aussi à être un petit peu plus tough, tu vois, et à me dire, bon, bah, les gens ont un avis, c'est le leur et ça leur appartient. Mais pour l'instant, j'ai eu des critiques positives, donc on va espérer que ça dure. Mais il y aura forcément des gens qui vont pas aimer et forcément que ça va m'atteindre. Moi, je prends tout pour moi, hein. Tu peux faire une critique sur la forme carrée du bout de mes chaussures et ça va me faire 3 semaines où je vais me dire que tu me hais et que tu trouves que j'ai vraiment aucun style, ce qui est vraiment assez superficiel comme crainte. Hein. Mais voilà, j'ai tendance à tout prendre pour moi, tendance à être extrêmement anxieuse et stressée. Donc évidemment que la sortie, ça ne remue pas que des choses dans mon giron, mais aussi ma crainte du regard des autres sur moi et sur mon travail, parce que encore plus que moi, à la rigueur, qu'on me juge, j'ai l'habitude, mais je veux dire, j'ai été journaliste dans la presse web pendant des années, donc me faire insulter, c'est vraiment mon lot quotidien. Limite, j'aime ça, tu vois. Mais là, c'est aussi que les gens vont porter un regard sur mon travail, sur ce qui fait que je gagne de l'argent, ce qui me défini un petit peu en tant qu'être humain au cœur de la société capitaliste, tu vois. Ça, c'est dur. Donc, c'est beaucoup d'appréhension là encore. J'ai 2 questions en une. Ok. La première, c'est pourquoi avoir voulu justement transformer ton père en quelqu'un de mieux que ce que tu juges qu'il a été, et pourquoi les jours mauves? Pourquoi j'ai voulu transformer mon père en quelque chose de mieux que ce qu'il était? Sans doute pour me réconcilier avec lui, parce que si je m'étais cantonnée à même pas, je sais pas vraiment en fait. Je pense que il y a ce truc de je voulais rendre hommage à mon père, et pour moi lui rendre hommage, c'était faire un petit peu ce qu'il avait fait de sa vie à lui, c'était toujours s'imaginer ou se raconter en mieux que ce qu'il était vraiment. Et je pense que le plus bel hommage que j'aurais pu lui rendre, c'était vraiment de faire comme il faisait, c'est-à-dire de fabuler un petit peu et de le raconter mieux que ce qu'il était dans la réalité. Et parce que pour moi, je pense que pour moi, c'est très thérapeutique de réécrire la vie. Moi, je te dis, je vis beaucoup dans ma tête, je m'invente beaucoup de trucs et souvent pour traverser des drames, je vais essayer dans ma tête de les modeler de manière un peu joyeuse ou je sais pas, je vais essayer de m'inventer des trucs, tu vois. Et je pense que c'est ce qui s'est passé dans ce bouquin. Et puis honnêtement, réécrire,
C'est vraiment un de mes grands plaisirs, c'est ce que je fais depuis toujours. Et puis je te dis, je pense que c'était vraiment aussi une manière de me réconcilier avec papa, c'est que il m'a quand même bien fait chier. Et si j'avais écrit un bouquin pour dire tu m'as quand même bien fait chier avec ton caractère de merde et tes habitudes de merde, et ta jalousie et ta colère et ta misogynie, ça existe dans le livre, hein. Il est comme ça. Il y a quand même ce truc de public, tu vois. Je vais offrir la figure de mon père à une foule composée de peu de gens peut-être, mais bon, une petite foule, tu vois. Et j'avais pas envie que mon père soit jugé par les autres. En tout cas, j'avais envie que les gens se disent, bon bah, ouais, il était imparfait son père, et en effet, il était misogyne, il était problématique à plein d'égards, et oui, il disait, quand on ouvre le dictionnaire à pute, il y a une photo de ta marraine. Oui, il disait des choses comme ça, tu vois. Mais j'ai aussi envie que les gens se disent, bon bah, en fait, c'était quand même un mec marrant, c'était un mec d'une profonde gentillesse, d'une profonde générosité, d'un profond altruisme, et j'avais envie de pousser les curseurs de ce qui faisait de lui quelqu'un de bien, aussi parce que j'avais envie de la clémence des autres à son égard. C'était très important et bah ouais, je pense que quand tu perds quelqu'un comme une figure, comme une des personnes qui t'a donné la vie, à moins que tu sois, je veux pas parler pour les autres, mais moi en tout cas j'ai eu envie de rendre hommage plus que de rendre hommage à ce qu'il aurait pu être plutôt que de rendre hommage au gars pénible qu'il a été la plupart du temps. Et pourquoi Les Jours Mauves? Les Jours Mauves, c'est les premiers mots de mon roman. Ça commence par les jours mauves sont mes préférés, il n'existe à ma connaissance que sur l'île de mon père, blablabla. Et ce sont les mots qui terminent le roman aussi. Et donc ça crée une boucle à l'intérieur de mon récit. C'est un gimmick à l'intérieur. Il y a plusieurs fois où mon héroïne a l'impression d'entrevoir un ciel qui est plutôt mauve. Et en fait, je me suis inspirée des plus beaux couchers de soleil que j'ai vus dans ma vie et qui étaient à l'île Maurice, le pays de mon père. Assez indirectement, j'ai fini par associer l'image de mon père à l'image de ces cieux mauves. C'est directement un hommage au souvenir de mon père. Et voilà, c'est quelque chose qui va un petit peu être un fil rouge tout au long du roman. Et c'est un jour mauve aussi, le jour où elle apprend que son père meurt. Et elle dit que c'est le seul jour mauve que Paris ait jamais connu. Parce que d'habitude, c'est des crépuscules qu'elle voit dans le pays de son père. Et que maintenant qu'il est parti, ça y est, elle se doute qu'il se passe quelque chose quand elle voit ce jour si mauve se lever au-dessus d'elle. Voilà. Est-ce que tu as l'impression que ce processus d'écriture t'a aidé finalement à avancer dans ta compréhension de toi, mais aussi dans ton deuil de manière plus générale? Ouais. Donc ce roman, je l'ai écrit, je pense, en tout bout à bout. J'ai mis quelques mois, je dirais 8 mois à peu près. Et donc pendant ce temps de premier jet, j'ai eu le temps de m'introspecter. Alors je voudrais juste dire un truc que j'ai pas dit et qui peut peut-être être intéressant. Aujourd'hui, quand je lis mon livre, il y a un truc qui est terrible, c'est que je me dis, c'est pas comme ça que je l'écrirai aujourd'hui. Mais du tout. C'est-à-dire que j'ai écrit ce livre à un moment donné où je pense que j'avais pas encore assez de recul sur ce qui m'était arrivé, sur le deuil. Et du coup, j'ai caché mes émotions derrière énormément de blagues, énormément d'humour. Alors, dans le bouquin, les 3/4 des vannes ont été enlevées. Mais dans le premier jet, il y avait énormément de blagues. Et un jour, mon éditrice m'a dit mais qu'est-ce que tu caches derrière toutes ces vannes? Parce que j'ai vraiment l'impression que tu caches quelque chose. Et oui, je cachais la sincérité de mes émotions et toutes les émotions de manière globale qui me traversaient et qui n'étaient pas forcément ultra positives. Je les cachais derrière ces remparts humoristiques. Et donc aujourd'hui que j'ai assez de recul sur la situation, je pense que je me permettrai un style beaucoup plus dépouillé. D'ailleurs, je pense que pour mon prochain roman, qui parle aussi de deuil, mais qui est complètement fictif, qui s'appelle Tous les hivers d'Anchorage, ce que j'écris, c'est vachement plus straight to the point, tu vois, c'est vraiment genre direct, il y a pas 1000 blagues partout, c'est vachement plus à l'os. Et donc quand je relis mon livre aujourd'hui, je suis là, putain, c'est terrible parce que j'écrirais plus comme ça. Et c'est précisément parce que j'étais en train de traverser une période introspective qui était tellement profonde que je m'autorisais pas, je pense, à écrire tout ça, parce que je me disais, mais qui ça va intéresser? Il y a ce truc aussi, mais qui ça intéresse, mes petits sentiments? Et en fait, j'ai appris aussi en écrivant, en réécrivant, en lisant les autres, en regardant les œuvres des autres, qui parlent toujours un peu d'eux, que c'est par l'intime qu'on raconte l'universel. Forcément, c'est en se racontant un petit peu soi, c'est en livrant un petit peu de ce par quoi on est passé, qu'on va réussir à parler au plus grand nombre, parce qu'en fait, on passe tous par les mêmes trucs, on passe tous par le deuil, on passe tous par la maladie, le machin, voilà, c'est la vie, quoi. Mais donc oui, donc aujourd'hui, que j'ai plus de recul, je me permettrai une écriture plus à l'os et plus dans l'émotion. Tout ça pour te dire que j'ai eu carrément l'impression que ce livre
de faire mon deuil en écrivant ce livre, de me réconcilier, ce que je te disais avec mon père en l'écrivant, et en le fermant, je me suis vraiment sentie soulagée. Néanmoins, aujourd'hui, il n'aurait pas cette apparence-là, et c'est pas grave. On en parlait tout à l'heure en off, toi et moi. C'est très difficile parce que je me dis, qu'est-ce que ça va être dans un an quand je vais relire ce livre? Je vais me dire, putain, le temps a vraiment passé, et putain, mais en fait, ça me plaît plus du tout ce que j'ai écrit, ça ne correspond plus du tout à mon état d'esprit actuel sur cette situation. Mais non, en fait, il faut accepter que on évolue, que notre point de vue, il évolue sur la société, sur ce que font les autres, mais surtout sur ce qu'on fait nous-mêmes. Et là, je pense que si je devais réécrire les journaux, si dans un an, je me dis qu'est-ce que j'écrirai aujourd'hui, j'écrirai quelque chose de beaucoup plus sérieux, quoi. Et c'est pas grave, faut faire la paix avec le fait que on écrit des choses à des moments de nos vies avec l'envie qu'on a à ce moment-là, et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a au moment où on le fait. Et évidemment, on le ferait plus pareil plus tard, mais bon, c'est comme ça, il faut faire la paix avec. Et voilà, mais ça, c'est vraiment un gros travail, hein, parce que l'autre jour, tu sais, quand tu publies un bouquin, donc tu as d'abord l'écriture, les multiples réécritures, puis après, tu as les relectures sur épreuve, les premières épreuves, les deuxièmes, les troisièmes, et donc tu te relis systématiquement. Et plus tu te relis, plus tu te dis, putain, mais ça va pas, mais cette première partie, elle est à chier, mais je déteste ça, mais qu'est-ce que j'ai voulu dire? Ça veut rien dire, enfin, si ça veut dire quelque chose, sinon on me l'aurait enlevé, tu vois, mais je suis là, mais pourquoi elle dit ça à ce moment-là? En fait, j'aurais dû lui faire dire ça. Puis bon, au bout d'un moment, il faut savoir poser le stylo. Et c'est une question que j'avais posée à Bernard Werber il y a des années en festival. Est-ce que vous pouvez me dire quand est-ce qu'on pose le stylo et qu'on se dit, bon, c'est terminé, on arrête de réécrire? Il m'avait dit, moi, j'arrête de réécrire parce que je dois rendre à mon agent, tu vois, donc en vrai, et à mon éditeur. Donc, mais sinon, je sais pas s'il y a une recette miracle de, ça y est, enfin, on est content de notre œuvre. Surtout quand on écrit sur un truc super intime où t'as l'impression que vraiment c'est l'œuvre de ta vie, alors que pas du tout. Je suis sûre que dans 10 ans, je me souhaite que dans 10 ans, j'ai écrit des trucs dont je serais plus fière encore que je ne suis fière actuellement. Je suis déjà très fière de moi d'avoir été au bout d'un projet qui me tenait à cœur. Ce livre me fait travailler énormément de choses, notamment l'indulgence envers moi-même. Et je me dis, en effet, tes dernières épreuves, tu les as pas aimées. Tu t'es dit, j'aimerais réécrire toute la première partie. Mais c'est pas grave, en fait. C'est ce que tu as voulu écrire au moment où tu l'as écrit. C'était il y a 1 an et demi. C'était OK de vouloir l'écrire comme ça, à ce moment-là. Merci beaucoup Kalindi d'être venue dans cette émission pour nous partager ton expérience et aussi ta belle énergie. Et on te souhaite également tout le succès pour ce roman, Les Jours Mauves, qui paraît chez Lattès cette année. Merci beaucoup Mickaël, j'étais ravie de faire cette émission. J'espère que j'ai pas dit trop n'importe quoi, parce que parfois ça n'a ni queue ni tête, voilà. Mais c'était un plaisir de partager ce moment avec toi. Merci. Vous venez d'écouter Les Mots Bleus, un podcast de Place des Sciences. L'épisode a été mis en musique et coproduit par Alex Rocher. L'illustration a été réalisée par Manon Combe. Si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou 5 étoiles sur Spotify mobile. Vous trouverez également des ressources sur notre site placedesciences.fr. Merci de votre fidélité et de votre engagement à nos côtés, et à très bientôt.